Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de Témoins de campagne avec une interview maintenant de Madame Najat Belkacem. Première question qui va porter sur les consignes de vote. Ségolène Royal a appelé à voter en faveur de François Hollande. Vous qui faites partie de son cercle, je dirais, intime, le choix entre Martine Aubry et François Hollande a-t-il été difficile compte tenu des animosités qui ont pu exister entre eux? Oui, le choix a été difficile, bien sûr, parce que d'abord, il a fallu passer outre la déception de dimanche. Vous savez, il ne faut pas minimiser ce qui s'est passé dimanche. C'était quand même une épreuve, une véritable épreuve d'une injustice cruelle, parce que objectivement, des 6 candidats, celle qui avait le plus travaillé pour cette primaire, celle qui s'était le mieux préparée, c'était Ségolène Royal, qui, ces 5 dernières années, n'a cessé d'approfondir ses idées, de préparer un programme qu'elle a écrit en concertation avec les Français. Elle n'a pas arrêté d'aller à leur rencontre pendant ces 5 dernières années. Elle a été surtout, moi je continue à le dire, l'opposante numéro 1 à la politique menée par Nicolas Sarkozy. On se souvient d'elle sur la taxe carbone, on se souvient d'elle sur le contre-discours de Dakar, on se souvient d'elle sur la réforme des retraites. Donc voilà, donc c'est une femme qui s'était préparée à ce moment depuis longtemps, sans jamais se relâcher. C'est vrai que ce score paraît un peu injuste. Bon, voilà, mais il faut en prendre acte. Mais son soutien, Najat Belkacem, c'est un soutien par défaut ou c'est un choix? Son soutien, c'est un soutien de femmes politiques responsables qui considèrent qu'à un moment donné, il faut dépasser toutes les considérations personnelles. Donc voilà, ça répond à votre question. Ça ne doit pas entrer en ligne de compte. Et 2, il faut oublier les griefs du passé, parce que j'ai envie de dire, les griefs, elle en avait autant envers l'un qu'envers l'autre. Donc il fallait passer outre tout cela. Et elle a regardé les choses encore une fois en responsable politique, et elle a compris une chose, notamment de son expérience de 2007, c'est que pour l'emporter, pour espérer l'emporter, la gauche doit avoir un leader qui la conduise, qui soit le plus largement reconnu, le plus largement légitime. Ça veut dire qu'il gagne dimanche prochain de la façon la plus évidente possible. Qu'il faut absolument éviter la situation où il serait au touche-à-touche les deux candidats, et que finalement celui qui gagnerait n'aurait pas la légitimité la plus évidente. Et donc elle a pris sa décision avec... Le soutien des autres candidats à François Hollande a aussi joué dans la balance pour la question du touche-à-touche? Non, je pense que ce qui a joué le plus dans la balance, c'est le score réalisé par chacun des candidats dimanche dernier. Au fond, c'est les électeurs qui ont répondu à notre question qui est le plus légitime. C'est les électeurs qui ont placé François Hollande en tête dimanche dernier. Donc la logique politique, c'est de se rassembler derrière celui qui est sorti en tête. Très bien. Alors on a vu la tristesse par ailleurs, j'ajoute par ailleurs qu'évidemment, entre les deux tours, des discussions ont eu lieu entre Ségolène Royal et les deux finalistes, et qu'elle a eu l'occasion de leur demander de reprendre à leur compte les options politiques qu'elle avait défendues dans le premier tour, qui lui tiennent à cœur, et qu'en l'occurrence, François Hollande est apparu comme le mieux à même, le plus réceptif, de reprendre notamment des propositions sur la réforme bancaire, sur la moralisation de la vie publique, sur la priorité donnée à l'emploi des jeunes. François Hollande en parlait déjà, y compris d'ailleurs sur le renouvellement de la vie politique avec le non-cumul des mandats. Il a fait des pas en direction de Ségolène Royal. Donc voilà, des promesses ministérielles éventuellement, vous en avez entendu parler? Pas à ma connaissance, non. Donc on a vu la tristesse de Ségolène Royal dimanche soir. Est-ce que pour vous, ce sont les larmes d'une femme qui a le sentiment d'avoir déçu des supporters, ou bien des pleurs de désillusion d'une femme qui a peut-être compris que finalement elle ne serait jamais présidente de la République? Non, c'est les pleurs. Enfin, elle n'a pas vraiment pleuré, mais c'est... on l'a vu pleurer sur BFM TV. On l'a vu craquer, on va dire. On l'a vu craquer, on l'a vu les yeux en effet mouillés, mais toujours digne, égale à elle-même. Et c'est surtout un moment de fragilité, on va dire, qui est dû à sa prise de conscience que tant de gens l'avaient soutenue et qu'elle les déçoit sans doute ce soir-là. Je crois que c'est vraiment ça. Ce qui caractérise Ségolène, je sais que ça va vous surprendre, on parle rarement comme ça en politique, mais ce qui fait aussi mon amitié pour elle, c'est que je sais que c'est une femme qui pense toujours aux autres avant de penser à elle-même. D'ailleurs, maintenant, il faut qu'elle se mette à penser un peu à elle-même. Et en l'occurrence, ce soir-là, quand elle entre dans la pièce pour faire son discours très court où elle prend acte de la défaite, elle est digne, elle n'avait pas craqué jusqu'alors. Voilà, et elle fait son discours. Et là, elle est
généreusement applaudi, salué, soutenu par ses sympathisants qui sont dans cette salle et qui lui disent on te soutiendra toujours, et c'est ça qui l'a fait craquer. On entend dire partout qu'un supporter de Ségolène Royal équivaut 10 supporters d'un autre candidat. Est-ce que vous pensez que finalement elle a trop privilégié la qualité par rapport à la quantité de ses soutiens? C'est assez drôle. Non, je sais pas. Vous savez, on prendra le temps de bien débriefer cette campagne des primaires. De bien débriefer cette campagne des primaires. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est de la qualité, pour le coup, des gens qui lui sont restés fidèles depuis 2006. Parce que, vous savez, il n'avait rien à y gagner. Je ne parle même pas des responsables politiques dont je fais partie. Je parle des militants de Désir d'Avenir, des 10 000 qui nous ont suivis, qui ont toujours été là à chaque moment pour soutenir, pour s'enthousiasmer, pour continuer la bataille. Et ces gens-là, franchement, n'avaient rien de particulier à gagner. Ils ont même vécu des moments difficiles parce que soutenir Ségolène, ça n'a pas toujours été de tout repos. Et ils sont toujours là, y compris maintenant avec leurs messages qu'ils nous adressent. Et c'est formidable. C'est une force, je crois, qu'aucun des autres candidats n'avait et n'a. Très bien. Alors, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, Ségolène Royal était à l'origine de la primaire. Et finalement, de nombreuses idées qui étaient dans son programme ont été intégrées dans le programme commun, notamment sur l'écologie, sur le non-cumul des mandats, sur la régulation du système bancaire. Pensez-vous finalement que ces idées ont gagné, mais que c'est sa personnalité qui lui a fait défaut? Oui, mais je le formulerai autrement que vous. Alors Ce qui est sûr, d'ailleurs c'était mon commentaire le soir du premier tour, c'est qu'il y a une sacrée ironie du sort à voir les idées de Ségolène l'emporter, à commencer par la démocratie participative. Et la primaire, c'est rien d'autre que de la démocratie participative. Et c'était la première à l'avoir demandé, la primaire. Et en même temps, Ségolène Royal, déchue comme elle l'a été dimanche. Mais pourquoi elle a été déchue? Non pas parce qu'il y a un problème avec sa personnalité. Moi, je pense plus exactement que son image a fini par être détériorée par le nombre d'attaques qu'elle a subies. Enfin, franchement, mais raisonnablement, réfléchissez-y, il n'y a aucun homme ou femme politique en France qui ait subi le même matraquage systématique depuis des années. Je veux dire, entre la bravitude, parfois même on l'a accusée d'être folle, hystérique, on a passé son temps à se moquer d'elle, et on a très rarement reconnu son avance alors qu'elle était évidente. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire parce que maintenant qu'elle a été raccompagnée vers la porte, ils sont nombreux à se précipiter à son chevet pour dire « Ah mais oui, c'est vrai, c'était toi qui avais amené toutes les idées novatrices de la gauche ces dernières années, etc. » J'aurais bien aimé que les observateurs le remarquent avant. Vous ne pensez pas quand même qu'elle a un petit peu cherché le bâton pour se faire battre, à clamer sur tous les plateaux de télévision son indignation? On l'a vu, on l'a entendu souvent répéter le mot indigné. Vous ne pensez pas qu'elle est apparue un petit peu comme une passionnariat parfois? Mais il en faut. Mais vous ne pouvez pas imaginer, vous savez, je ne vais pas remettre en cause le score de dimanche dernier, le vote des électeurs, puisque, encore une fois, on les a voulu, ces primaires. Mais, encore une fois, ce n'est pas forcément représentatif de l'adhésion du pays à telle ou telle façon de faire de la politique. La façon de faire de la politique de Ségolène, vous vous trompez, il y a beaucoup de gens à qui elle va très bien, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le pays qui sont ravis d'avoir en Ségolène une porte-parole de poids depuis des années, qui soit capable sur les plateaux télé et sans compromission de s'indigner de ce qui ne va pas. Parce que c'est elle qu'on entend, j'évoquais tout à l'heure la réforme des retraites, c'est elle qu'on voit sur les plateaux télévisés dire mais c'est juste pas possible, c'est juste pas possible que des gens qui ont travaillé toute leur vie au SMIC, qui ont commencé à travailler à 16 ans, puissent ne pas pouvoir partir à 60 ans. C'est juste pas possible sur la question du handicap. Si vous vous replongez dans le débat d'entre-deux tours de 2007, vous vous souvenez, entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, on a beaucoup gosé l'indignation de Ségolène ce soir-là. Mais écoutez, allez demander à des familles qui ont des enfants handicapés en leur sein comment ces enfants handicapés sont accueillis à l'école aujourd'hui. Demandez-leur si la situation s'est améliorée entre 2007 et aujourd'hui, alors même que Nicolas Sarkozy avait pris les engagements qu'il avait pris sur ce plateau télé. Vous verrez, bien sûr qu'il y a des raisons de s'indigner dans ce pays. Et elle, c'est vrai qu'elle le fait avec force et que c'est rare. C'est rare. Et j'ai remarqué une chose, c'est que les observateurs politiques dans ce pays, les journalistes, les éditorialistes, les commentateurs,
ont en tête un standard, un modèle d'homme politique ou de femme politique qui doit réagir avec des mots comme ci, comme ça, un peu technocratique pour faire sérieux, ne surtout pas rentrer dans l'empathie ou la compassion, etc., parce que sinon ça fait passionnariat, etc. Et donc, ils sont un peu perdus face au personnage de Ségolène Royal qui est simplement Qui, selon entier, vous, casse les codes qui habituels. casse les codes. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas gagné à s'adapter justement à ces codes pour assouvir cette ambition finalement? Mais si elle s'était adaptée à ces codes, alors elle n'avait plus rien à apporter d'une certaine façon. Elle serait devenue une parmi d'autres. Et moi, je crois qu'on a besoin de Ségolène Royal. D'ailleurs, vous allez voir, hein, on prend les paris, qu'elle sera au centre aussi de ce qui va se passer à gauche dans les prochaines années. Et les candidats qui sont venus la voir, qu'elle les soutienne ou pas, savent pertinemment qu'ils auront besoin d'elle pour remporter la présidentielle de 2012. Alors justement, en 2012, Ségolène Royal, vous la voyez où? Un ministère? Je sais pas, c'est très difficile de vous le dire. Je sais juste que... Est-ce qu'il y a des tractations finalement comme ça vous avez parlé des négociations d'entre-deux-tours, des tractations de... On a même parlé d'Arnaud Montebourg à Matignon, de faiseur de roi, sur vraiment, Canal+, notamment. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez compter sur moi pour vous dire la vérité en la matière. Aucune tractation, aucune négociation sur des questions de poste ou de place ou de position. Les seules discussions qui aient eu lieu ces derniers jours portaient sur la reprise des options politiques que nous avons défendues. Alors peut-être que dans les autres équipes, il y a des tractations. Hein. Franchement, je pense que c'est plus dans la culture de certains de mes camarades socialistes qui, en l'occurrence, ne font pas partie de notre équipe. Et peut-être qu'ils ont raison d'ailleurs de procéder comme ça. Peut-être que parfois, il faut un peu de cynisme en politique. Mais en l'occurrence, non, je ne pensais pas à Arnaud en l'occurrence. Mais dans notre camp à nous, c'est vrai ça ne fait pas partie de nos habitudes et qu'on n'a jamais procédé comme ça. Et même quand on pensait que Ségolène avait des chances de l'emporter, on n'était pas là en train de se positionner les uns les autres. Mais vous voyez quelque part en 2012 ou pas? Moi, je me verrais bien à l'Assemblée nationale. Je me verrais bien députée. Mais ça, il n'y a que le peuple qui puisse vous donner cette onction-là. On vous a fait des propositions ou pas? Non. Oh non. Bon, on va en rester sur ça. Voilà, merci Najat Belkacem d'avoir été sur le plateau de Témoins de campagne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.